Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Madame, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. C'est l'heure de présenter l'information vraie qui touche le continent africain. Je suis Constieka. Au milieu de cette émission, nous allons parler de la Côte d'Ivoire avec beaucoup d'informations. Un axe sur la rentrée solennelle de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire pour la deuxième session ordinaire. Nous allons aussi parler du RHDP. Nous allons faire un tour du côté du Cameroun. Au Cameroun, nous parlerons de nombreuses choses. Le Sénégal avec les décisions du président de la République sénégalaise. Nous allons parler aussi du Togo où s'est envolé le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'honorable Adama Bitogo, qui a été reçu par le président de la République togolaise, son Excellence Faure Singbe Singbe. Nous parlerons du Tchad et ainsi que du Gabon avec une présentation exhaustive du Gabon qui vous fera plaisir, surtout à ceux qui aimeraient investir dans ce très beau pays d'Afrique centrale. On ira faire un tour du côté du Burkina Faso et aussi nous vous ferons un grand format exceptionnel. Alors là, tous les journalistes et toute l'équipe de rédaction de CNN s'est penchée sur ce grand format pour vous montrer comment s'organise un parti. Restez les nôtres. Commençons par le Sénégal, le pays de la Teranga, le pays dirigé par son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le Sénégal a été marqué par le retour dans son pays du président de la République et de toute sa délégation après un séjour fructueux du côté des États-Unis à New York. Et à son arrivée à Dakar, avec toute la délégation, le président de la République sénégalaise, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a tenu une conférence de presse, surtout marquée par des événements tragiques qui ont marqué le Sénégal. Charlotte Abdoulaye, Gérard Richard Gozo, Séverin Tchatchoua et Marcel Bassoli nous en font un compte rendu. Dès son retour à Dakar, le président de la République sénégalaise, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a tenu un point de presse pour faire le bilan de son déplacement aux États-Unis à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU. Il a également exprimé sa compassion aux familles touchées par les récentes pluies, saluant les efforts des services de l'État pour apporter une assistance aux victimes. Permettez-moi d'abord de rendre grâce à Dieu de nous avoir permis de faire le voyage en toute sérénité et d'être revenu au Sénégal en toute sérénité. Je voudrais d'abord dire toute ma solidarité et ma compassion à tous ceux qui ont été victimes des inondations que le pays a connues pendant mon absence. Comme je l'avais dit, l'État serait aux côtés des populations. Les services concernés ont été aux côtés des populations et l'assistance continue sur tous les plans. Je voudrais d'ailleurs sous ce rapport féliciter le ministre en charge de l'hydraulique et de l'assainissement et l'ensemble des services de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et les citoyens qui se sont mobilisés dans la solidarité pour aider les familles les plus touchées. Relativement au voyage que j'ai effectué en compagnie de ma délégation aux États-Unis, il s'est agi tout d'abord pour nous de nous déployer dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies, de défendre le multilatéralisme comme cadre unique de concertation et de règlement des problèmes dans le monde. J'en ai profité donc pour porter une voix et un message de paix dans un monde de plus en plus secoué par des turbulences de tous bords. C'est ce que le Sénégal a pris comme position et dans les dossiers spécifiques où le Sénégal a joué un rôle important, notamment sur la question palestinienne, nous avons réaffirmé la position du Sénégal pour la marteler s'il en était encore besoin. Nous avons aussi attiré l'attention sur le Sahel et interpellé le Conseil de sécurité des Nations unies
sur ce que doit être son rôle dans les situations de conflit dans le monde. Nous continuerons à avoir cette position de défenseur de la paix, de promoteur de la paix en toutes circonstances et en tout lieu, car c'est cela la tradition du Sénégal en termes de position. J'en ai profité aussi naturellement, parce que les visites doivent toujours être l'occasion de faire la promotion du pays, de discuter avec des investisseurs, notamment dans le cadre de la réalisation des promesses que nous avons faites au Sénégal, étant convaincu que la solidarité internationale et le partage d'expériences seront la clé de succès de tout gouvernant, particulièrement en Afrique. Cela m'a mené à visiter la Silicon Valley dans le cadre de la mise en œuvre prochaine de la vision 2050 qui sera présentée le 7 octobre de cette année et du nouveau référentiel le même jour, notamment dans son volet digital. Nous savons tous ce que les États-Unis représentent en matière de progrès technologique, ce qui est symbolisé par la Silicon Valley. Nous avons défendu ce que nous avons appelé le New Deal technologique, consistant à faire du Sénégal un hub technologique, non pas pour le Sénégal simplement, non pas pour l'UEMOA même, non pas pour la CEDEAO, mais à la fois pour toute l'Afrique. Et nous nous positionnons par rapport à ça, tenant compte des avantages comparatifs dont dispose le pays. Sa stabilité, sa jeunesse, la passion de cette jeunesse pour le numérique et la formation des talents qui éclosent jour après jour dans ce secteur au Sénégal. J'ai été particulièrement satisfait de la qualité des rencontres que j'ai menées tant à New York qu'au niveau de la Californie en Silicon Valley. Toute l'équipe de CNN présente sa compassion à tous les Sénégalais, toutes les familles qui ont été touchées par ces événements tragiques. Ça nous amène en Côte d'Ivoire, mais juste après la réclame qui vous présente notre partenaire officiel. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Inscription ouverte pour l'année universitaire 2024-2025. Retour sur notre plateau, nous allons parler de la Côte d'Ivoire et surtout des prouesses du gouvernement ivoirien. Le gouvernement de Côte d'Ivoire est au travail, comme vous le savez tous. Et le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, M. Kobena Kwasi Adjoumani, a rendu heureux les producteurs ivoiriens et leurs familles. Ousmane Koulibaly sur le terrain, Lévite Eddy Vonan, Marcel Bassolé et Séverin Tchatchoua nous en font un compte rendu. Le rideau est tombé sur la 9e édition des Journées mondiales du cacao et du chocolat, ce lundi 30 septembre 2024, parallèlement à l'ouverture de la campagne 2024-2025 du café et du cacao, avec l'annonce des prix bord-champ par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, M. Kobena Kwasi Adjoumani. Le prix du kilogramme de café bien séché, bien décortiqué et bien trié est fixé à 1500 francs CFA contre 900 francs, soit une hausse de 600 francs CFA. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, dans le cadre de la coopération stratégique avec le gouvernement du Ghana,
a décidé d'harmoniser les politiques de production, de commercialisation et de fixation des prix de cacao. Ainsi, pour la campagne 2024-2025, qui s'ouvre et après analyse des composantes de la vente anticipée du cacao, le gouvernement a décidé une hausse de 20% par rapport au prix de la campagne intermédiaire qui s'achève et donc de fixer à 1800 francs le prix du kilogramme de cacao. Une autre annonce également remarquable est que les producteurs de café et de cacao qui possèdent la carte de producteur bénéficieront désormais de la couverture maladie universelle auprès du Conseil Café-Cacao. Le président de la République a décidé que désormais, tous les producteurs de café et de cacao, détenteurs de la carte de planteur, bénéficieront, leurs familles et eux, de la couverture maladie universelle prise en charge par le Conseil du café-cacao. Les planteurs n'auront donc pas à débourser de l'argent pour avoir accès à la sémence. Peu de temps avant ces différentes annonces du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, M. Kobenan Kwasi Adjoumani, le directeur général du Conseil Café-Cacao, a dressé un bilan satisfaisant, selon ses propres mots, de cette 9e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat, qui avait pour thème « Pas de producteurs, pas de cacao ». Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir comme ça le ministre de l'Agriculture, d'abord ministre d'État, ministre de l'Agriculture, être heureux lui-même d'annoncer à tous les producteurs de cacao comment est-ce que le gouvernement s'évertue à augmenter le prix à l'achat. On peut simplement dire que c'est un ministre fier de son département, fier de voir comment le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire travaille pour le bonheur pour tous. Et n'oublions jamais, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara l'avait dit, il a mis l'accent de son mandat sur la solidarité. Et cela se prouve. On se retrouve juste après la réclame. Quittons la Côte d'Ivoire pour le Togo, le pays présidé par son Excellence Faure et Sossinbé Yassingbe. Dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest, le Togo, la revue conjointe du portefeuille des projets financés par le groupe de la Banque mondiale a été présidée par le docteur Sandra Johnson, ministre secrétaire générale de la présidence de la République togolaise. Reportage de Séverin Tchatchoua, Gérard Richard Gozo, Charlotte Abdoulaye et Marcel Bassolé. Dr Sandra Ablamba Johnson, ministre, secrétaire générale de la présidence de la République, gouverneur du Togo auprès du groupe de la Banque mondiale, a présidé ce jeudi 26 septembre 2024 la revue conjointe du portefeuille des projets financiers par le groupe de la Banque mondiale en présence de M. Fili Sissoko, représentant résident de la Banque mondiale au Togo, et du représentant pays de la Société financière internationale, Christopher Balied Blaziri. Cette revue annuelle s'inscrit dans le cadre du dispositif rapproché de suivi de l'exécution des projets et programmes mis en place par le gouvernement sous le leadership du président de la République en lien avec les objectifs de la feuille de route gouvernementale Togo 2025. Le monde en général et le Togo en particulier est confronté à de multiples crises. Crise économique, crise financière, crise sécuritaire et j'en passe. Des crises qui ont pour corollaire une rareté des ressources, tandis que les besoins des populations ne cessent de croître, notamment en matière d'accès aux services sociaux de base, santé, éducation, eau, énergie. En vue de relever les défis susmentionnés, chers amis, il est impératif de redoubler d'efforts dans la préparation et la mise en œuvre des projets en faisant preuve de diligence, d'agilité, d'efficacité et surtout conformément aux orientations du chef de l'État. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons réaliser la vision traduite dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025, notamment construire un Togo en paix, une nation moderne avec une croissance inclusive et durable. Dans cette dynamique, je voudrais saluer la réforme engagée par la Banque mondiale visant à accélérer le rythme et améliorer l'efficacité de ces interventions
en favorisant une plus grande flexibilité et une simplification de ces procédures. Je vous assure que cette approche aujourd'hui fait de la Banque mondiale un partenaire stratégique. Chers coordonnateurs, mesdames et messieurs, nous avons l'impérieux devoir d'impacter significativement les laborieuses populations à travers nos interventions. Pour ce faire, notre leitmotiv doit être l'amélioration de la qualité de la dépense. Nous sommes appelés, chers collègues, à faire une utilisation efficiente des ressources allouées au budget de fonctionnement et une allocation conséquente des ressources aux actions à fort impact sur la vie des populations, surtout dans le contexte de la montée à l'échelle du portefeuille de la Banque mondiale qui est un partenaire stratégique. Monsieur Fili Sissoko, représentant résident de la Banque mondiale au Togo, a exprimé sa gratitude envers le Togo pour les résultats remarquables obtenus en matière de développement humain, sa progression dans l'évaluation des politiques et des institutions nationales et les efforts engagés par le Togo pour atteindre les objectifs des accords de financement. Il a réaffirmé à cet effet l'engagement de la Banque mondiale à accompagner davantage le gouvernement dans l'implémentation des projets de développement. On ne le dira jamais assez, un nouveau chapitre s'est ouvert entre le groupe de la Banque mondiale et le Togo. Nous avons pris le pari de vous appuyer plus fortement dans l'objectif principal que vous vous êtes fixé d'améliorer la productivité agricole, qu'il s'agisse des interventions dans le secteur de l'agriculture et de l'agribusiness, qu'il s'agisse des interventions dans la connectivité, pour s'assurer pour le farm to market que toutes les infrastructures soient en place. Le Togo l'a prouvé au cours des 4-5 dernières années. Madame le ministre, vous avez été la cheville ouvrière de toutes ces réformes, le Ease of Doing Business, le CPIA. Le Togo a prouvé dans les livres Women in Business and the Law qu'il est le champion sur toutes les réformes dans la sous-région. Nous restons toujours en Afrique de l'Ouest. Sachez que l'Afrique de l'Ouest, c'est la CEDEAO. On y reste toujours et nous allons faire un tour du côté du Burkina Faso. Au pays des hommes intègres, une assistance numéraire est décrétée désormais pour des agents publics selon l'article 14 et 25. Gérard Richard Gozo, Marcel Bassolé, Charlotte Abdoulaye. Au Burkina Faso, une assistance de 50 000 francs sera désormais disponible pour les agents publics qui animeront des conférences, des assises, des forums, des symposiums, des colloques ou séminaires. Un décret du gouvernement burkinabé, daté du 17 septembre 2024, en a ainsi décidé. Ce décret fixe les modalités de prise en charge des prestations des agents publics. L'article 14 de ce décret précise que cette prise en charge intègre à la fois la préparation des modules, l'animation de la formation et la rédaction du rapport. Ce nouveau décret tient également compte des modérateurs et des rapporteurs. 25 000 francs pour les modérateurs et pour les rapporteurs de 15 000 francs. Et il faut noter que dans ce nouveau décret, il ne peut y avoir que deux rapporteurs par conférence. Le montant mentionné dans ce décret sous le nom de taux forfaitaire englobe la durée de l'activité de formation et est versé après la soumission du rapport de formation. En revanche, les prestations fournies aux membres des comités d'organisation des manifestations officielles seront appelées taux journaliers. Ce taux décline par rapport que ce soit président, rapporteur ou membre de comité. Je sais que c'est 10 000 francs pour le président et pour les membres de comité ou de commission, c'est un taux forfaitaire. C'est un taux journalier de 5 000 francs et un peu plus, par exemple, pour le rapporteur du comité, je crois que le taux est de 7 500 francs par jour. Les personnes ressources régulièrement invitées aux manifestations officielles sont également soumises à ce taux journalier, que ce soit des personnalités politiques, administratives, coutumières ou religieuses. L'article 25 de ce décret-là a fixé un taux, une prise en charge de 15 000 francs par jour et par personne ressource. Le traitement d'un membre de jury de sélection ou de délibération lors des compétitions artistiques, culinaires ou sportives organisées par l'administration publique est aussi mentionné dans ce décret. Dans ce décret-là, il bénéficie d'un taux journalier de 15 000 francs. Pour ce qui concerne le président du jury, de 12 500 francs. Pour les membres du jury et pour le secrétaire du jury, il bénéficie d'un taux journalier de 10 000 francs. Et je crois savoir que le décret stipule aussi que le nombre des membres du jury pris en charge, y compris le président, ne doit pas excéder 5 personnes pour une durée de 5 jours. Le gouvernement du Burkina Faso affirme que l'adoption de ce décret favorisera un meilleur fonctionnement des administrations publiques et contribuera à la diminution des dépenses de fonctionnement de l'État.
Après ces informations sur le Burkina Faso, retenez que dans ce programme, et comme sur nos chaînes de télévision, l'information est vraie. Nous mettons un accent là-dessus, surtout avec la prolifération mondiale de l'information. Il faudrait bien ne pas faillir. Nous avons décidé depuis la rentrée en septembre de ce programme constituant Week News, à chaque numéro de vous présenter 2 pays. La semaine dernière, c'était le Ghana et le Bénin. Pourquoi? La raison est simple, c'est présenter les pays, montrer leurs atouts économiques, leurs atouts touristiques. Et c'est cela aujourd'hui qui fait un tout petit peu l'aide au développement de notre continent, présenter nos pays à l'Hexagone, présenter nos États à l'Occident et savoir qu'en Afrique aujourd'hui, le développement et le tourisme sont des choses qui doivent se faire dans la paix, surtout dans le calme, comme c'est le vœu de tous les dirigeants africains. Dans ce numéro, nous allons parler de 2 autres pays. Commençons déjà par le Gabon. Vous verrez les atouts du Gabon sur le plan économique ainsi que sur le plan touristique. Constant Ika, Marcel Bassolé. Le Gabon. Situé en Afrique centrale, le Gabon dispose d'importantes ressources naturelles. Avec une façade maritime sur l'océan Atlantique, il est bordé par le Cameroun, la Guinée équatoriale et la République du Congo. Malgré sa vaste superficie, principalement forestière, le Gabon ne compte que 2,3 millions d'habitants en 2023. La capitale est Libreville et sa superficie entière est de 267 667 km². Le niveau d'urbanisation du Gabon est l'un des plus élevés d'Afrique, avec plus de 80% de sa population résidant dans les zones urbaines. Les 2 principales villes, Libreville et Port-Gentil, abritent près de 59% des habitants. La jeunesse est un trait distinctif de sa démographie. La moitié de la population a moins de 20 ans, et alors que le taux de fécondité en milieu urbain est de 4 enfants par femme. Il grimpe à 6 en zone rurale. Pionnier en matière d'écologie, le Gabon s'efforce activement de protéger sa forêt tropicale, ce qui fait de lui un absorbeur net de carbone. Il agit en champion des initiatives de neutralité carbone. Son écosystème diversifié offre des sols fertiles, des ressources côtières abondantes et des pêcheries. Cependant, malgré son potentiel économique, le pays peine à traduire la richesse de ses ressources en une croissance durable et inclusive. Le Gabon, pays d'Afrique centrale, situé sur la côte atlantique, possède d'importants parcs protégés. Le domaine côtier forestier du célèbre parc national de Luango abrite une faune variée, des gorilles aux hippopotames en passant par les baleines. Le parc national de la Lopé est principalement composé de la forêt tropicale. Le parc national d'Akanda est connu pour ses mangroves et ses plages soumises aux marées. En 2022, l'économie gabonaise a enregistré une croissance de 3% contre 1,5% en 2021. Cette bonne performance résulte de la bonne tenue du secteur pétrolier, plus 7,1%, et de celle du secteur non pétrolier, plus 2,3%. Dans le secteur hors pétrole, les dynamismes du secteur agricole s'élèvent à plus 4,9%, de l'industrie du bois à plus 6,5% et du secteur du transport à plus 4,2% sont les principales sources de la croissance. La remontée du prix du baril du pétrole à plus 45,3%, associée à l'augmentation de la production pétrolière, plus 6,1% en 2022, explique l'essor du secteur pétrolier. La Banque centrale, la BAC, a resserré sa politique monétaire en 2022 en relevant ses taux directeurs à plusieurs reprises pour répondre aux pressions inflationnistes et soutenir le niveau des réserves extérieures. Ainsi, l'inflation a grimpé à 4,2% contre 1,1% en 2021, du fait de la hausse des prix des denrées alimentaires et des retombées négatives de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. 2 domaines sont prioritaires. Le premier, l'appui à la diversification économique à travers le développement des infrastructures et l'amélioration du climat des affaires. Le deuxième domaine prioritaire n'est autre que l'appui à la stratégie de développement humain. L'appui de la BAC vise à permettre la diversification de l'économie et l'amélioration du climat des affaires. Pour atteindre cet objectif, les interventions de la banque se font dans les secteurs de l'agriculture, le bois, la forêt, le transport, l'énergie, les finances publiques et la gouvernance. Le Gabon est un allié de la France libre au cours de la Seconde Guerre mondiale. Les 2 pays conservent de très bonnes relations, même après la cession à l'indépendance de 1960. La France participe
notamment au développement des ressources naturelles du Gabon, qui compte plusieurs pays occidentaux parmi ses principaux partenaires commerciaux. Le Gabon favorise le neutralisme sur la scène internationale et participe à différentes initiatives de paix sur le continent africain. Sa diplomatie est également active dans la lutte au changement climatique. Le Gabon est depuis août 2023 présidé par son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de l'État gabonais, et ceci à la grande satisfaction du peuple gabonais. Restez les nôtres. La Cour. Le 2 octobre 2024, à La Haye, aux Pays-Bas, la Cour internationale de justice, en sigle CIG, quand le patriotisme coule dans les veines du docteur Marie-Madeleine Boranzo. En experte de la sphère juridique et par sa parfaite connaissance du litige frontalier entre le Gabon et la Guinée équatoriale, sur les limitations terrestres et maritimes portant sur les îles Mbagnier, Cocotier et Konga. Docteur Marie-Madeleine Boranzo a été récemment devant la Cour internationale de justice de La Haye. Elle a retracé la genèse de ce litige avec une rare maestria. Elle a fait un déroulé détaillé de ce pourquoi le Gabon avait droit de souveraineté sur ces 3 îles. Dans un plaidoyer éblouissant de pertinence, le docteur Marie-Madeleine Boranzo va avec force argument édifier la Cour en affirmant la pleine propriété et l'incontestable souveraineté du Gabon sur les espaces querellés, en se fondant sur la Convention de Bata, signée en 1974 entre les présidents d'alors, Omar Bongo Dingba pour le Gabon et Mathias Nguema Biyogo pour la Guinée équatoriale. L'agent du Gabon, selon les termes de la Cour internationale de justice, en sigle CIJ, va s'étonner de la rétraction de la partie adverse autant qu'elle se désole des arguties spécieuses avancées par la délégation de Malabo. Nous écoutons ici, depuis la Cour internationale de justice, le docteur Marie-Madeleine Boranzo en bonne patriote pour la cause du Gabon. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour, la République gabonaise que j'ai l'honneur de représenter place de grands espoirs dans l'aboutissement de l'affaire qui nous réunit ce jour avec nos sœurs et frères de la Guinée équatoriale. Cette affaire n'aurait pas dû exister. Elle trouve son origine dans un différend plus large, légué par les puissances coloniales au sujet de la délimitation des frontières terrestres et maritimes communes aux 2 pays et de la souveraineté sur certaines îles situées au large des côtes gabonaises. Il n'est pas né en 1972 avec les incidents entourant l'île Mbagnier. À ce sujet, nous regrettons que lundi dernier, l'agent et un conseil de la Guinée équatoriale se soient employés à dénigrer le Gabon en l'accusant d'agression et d'annexion territoriale. La réalité des faits, pourtant, a été rétablie devant le Conseil de sécurité dès 1972. Elle le sera à nouveau aujourd'hui par mon co-agent. Mais les mots ont un sens et il ne faut pas les dévoyer à des fins tacticiennes, encore moins dans cette enceinte. Du reste, ce différend a déjà été réglé. En 1972, en effet, à la suite d'une mission de médiation africaine, nos 2 États ont convenu de régler leurs différends dans le cadre africain et par des voies pacifiques. Conformément à cet engagement, une intense activité diplomatique s'en est suivie et qui s'est traduite notamment par 3 importantes rencontres entre Omar Bongo et Francisco Macias Nguema, à l'époque, respectivement, président du Gabon et de la Guinée équatoriale.
À l'issue de la troisième de ces réunions, tenue à Bata, les deux chefs d'État ont signé le 12 septembre 1974 la Convention de Bata, délimitant les frontières terrestres et maritimes de la Guinée équatoriale et du Gabon, que nos contradicteurs s'obstinent de façon peut-être un peu puérile à ne pas appeler par son nom. Contre toute vraisemblance, la Guinée équatoriale conteste l'existence même de cette convention, en se retenant à peine d'accuser le Gabon d'avoir forgé un faux. Telle est la raison pour laquelle nous nous trouvons devant votre auguste cour aujourd'hui. En essayant de défaire ce que les deux présidents ont fait en 1974, la Guinée équatoriale rouvre un débat et qui avait cependant été clos de manière équilibrée. Et cette convention a en effet clarifié pour la première fois la question de la souveraineté sur les îles Mbanié, Cocotier et Konga et a déterminé leurs frontières maritimes communes que la France et l'Espagne n'avaient pas fixées. Tout est réglé, déclarait Omar Bongo Ondimba à la suite de cette rencontre à Bata. Réglé, cela veut dire réglé, settled. Mais la Guinée équatoriale a du mal à s'en tenir à la parole donnée. Et cela est tellement vrai qu'après avoir signé la convention, le président équato-guinéen, Mathias Nguema, a exprimé de regrets sur certains de ces aspects, reconnaissant du même coup et son existence et sa signification. Il est vrai aussi qu'en 1979, celui-ci a été renversé par un coup d'État militaire. Il est enfin tout aussi vrai que durant plusieurs années, la Convention de Bata n'a pas été expressément mentionnée dans les relations entre les deux pays, du fait que les différends étaient réglés et que, en conséquence, les relations entre les deux États étaient considérablement améliorées. Si le docteur Marie-Madeleine Brandt a réaffirmé avec vigueur que toute tentative de remise en cause de l'accord bilatéral signé à Bata en 1974 était vaine, car en la matière, le principe du pacta sunt versanda s'imposait de façon irréfutable et irréfragable, car actant que les conventions et traités doivent être respectés en assurant les relations internationales et l'ordre juridique. CNN vous transmettra dans une prochaine édition 3 heures de cette plaidoirie dans un dossier spécial. Je disais tantôt que les politiques en Côte d'Ivoire n'ont pas de répit. Et nous allons parler maintenant de cette deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Mais avant, il était, je l'ai dit tantôt au début de cette émission, que le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'honorable Adama Bittogo, a effectué le mardi 1er, un voyage du côté de Lomé, au Togo. Et il y a été, sur invitation de son homologue togolais, et a été par la suite reçu par le président de la République, son Excellence Faure Essosingba Yassingbe. On va noter qu'à cette deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, présidée par l'honorable Adama Bittogo, avec pour invité son homologue de la RDC, l'honorable Vital Kamerhe, qui est arrivé avec une délégation comme pour marquer sa fraternité envers le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'honorable Adama Bittogo. Pour la couverture médiatique de cette rentrée solennelle de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'équipe de CNN dirigée par Ousmane Koulibaly et Lévi Teddy Vonan ont décidé de vous faire un écho sur la brillante post-production de Marcel Basselet. Le mardi 1er octobre 2024, les députés ivoiriens se sont réunis au palais de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire pour l'ouverture officielle de la deuxième session ordinaire de l'année 2024.
Plusieurs personnalités politiques ivoiriennes, des diplomates des pays amis de la Côte d'Ivoire, des têtes couronnées ainsi que des présidents d'institutions ont pris part à la cérémonie solennelle d'ouverture de la deuxième session ordinaire de 2024, dont l'honorable Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale du Congo. Après une longue pause de 3 mois, les députés se sont réunis le mardi 1er octobre 2024 dans l'hémicycle, conformément aux dispositions constitutionnelles, afin de procéder à l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Après que le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Adama Bictogo, s'est installé au perchoir de l'hémicycle, il a annoncé l'ouverture de la session. En tant que parlementaires, il nous incombe de nous assurer que les questions relatives à la cherté de la vie, à la recherche de financements novateurs, à la performance fiscale et surtout à l'organisation des prochaines échéances électorales qui sont au cœur des préoccupations de nos populations soient analysées et discutées en toute objectivité au cours de nos travaux. Avant de passer la parole à l'hôte du jour, l'honorable Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a exprimé sa gratitude à l'honorable Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale du Congo. D'Abidjan à Kinshasa, la fibre africaine est forte. Au-delà de la langue française que nous avons en partage, nos cultures nous unissent. L'unité et la solidarité africaine que nous appelons de tous nos vœux, c'est aussi notre capacité en tant que leader à trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Nous devons par tous les moyens mettre fin à la guerre dans mon pays, la République démocratique du Congo, au Sud-Soudan, au Mali, au Burkina Faso, pour que l'Afrique puisse se doter d'un plan concerté de développement intégral de ce beau continent, la nouvelle destination du monde. C'est pour moi l'occasion de saluer à cet égard les efforts de leurs excellences, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, en faveur de la paix et de l'unité africaine. C'est ici pour moi l'occasion de souligner l'importance de renforcer nos liens économiques au niveau bilatéral, mais aussi de stimuler les mécanismes multilatéraux propices à une coopération et des échanges plus accrus à l'échelle de tous les continents. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'honorable Adama Bictogo, a exposé les enjeux de cette deuxième session ordinaire qui consistera à examiner le budget de l'État de Côte d'Ivoire pour l'année 2025, qui est estimé à plus de 15 000 milliards de francs CFA. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Adama Bictogo, a également invité les députés à examiner avec minutie les 22 projets de loi de cette session. Aussi, devrons-nous œuvrer à travers l'examen du budget, au renforcement de la paix, de la solidarité et de la fraternité dans notre pays. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a également abordé d'autres sujets d'actualité en Côte d'Ivoire. La présente session ordinaire s'ouvre dans un environnement national et international particulier. Au plan national, la question de l'orientation sexuelle ou de l'homosexualité communément appelée le phénomène Woubi a quelque peu marqué l'actualité. Je voudrais saisir l'opportunité de cette tribune pour informer nos concitoyens que l'Assemblée nationale n'a jamais été saisie d'un projet de loi visant à légaliser cette pratique dans notre pays. Au plan international, on assiste à l'apparition en RDC et dans d'autres États, la maladie Mpox ou variole du singe. La Côte d'Ivoire a su apporter la riposte. Et je voudrais assurer la République sœur du Congo que la Côte d'Ivoire sera à ses côtés pour que dans la mutualisation de nos forces, nous puissions apporter la riposte à cette maladie Mpox qui vient à nouveau endeuiller notre Afrique. Conformément à la Constitution, la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale, qui a commencé le mardi 1er octobre 2024, se terminera le dernier jour ouvrable du mois de décembre. Après la cérémonie officielle, plusieurs députés présents ont exprimé leur opinion au micro de CNN Télévision concernant cette nouvelle session qui s'ouvre, ainsi que leurs attentes et priorités. Nous venons d'assister à la cérémonie solennelle
d'ouverture de la deuxième session de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et nous avons eu l'honneur d'avoir notre président, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, invité d'honneur par son homologue, le président Adama Bitogo, pour assister à cette cérémonie, au cours de laquelle il a délivré un message magistral à l'intention de nos frères de la Côte d'Ivoire, exprimer l'excellente relation qui existe entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Ce matin, nous sommes à l'Assemblée nationale pour assister à l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2024. Et il y a eu des messages très forts de la part du président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bitogo, et aussi de l'invité d'honneur, le président de l'Assemblée nationale du Congo, qui vraiment nous a édifiés par tout ce qu'il a vu dans notre pays, et nous espérons que cette diplomatie parlementaire puisse être fructueuse sur tous les plans. Le travail parlementaire a repris ce matin. Nous sommes venus, c'est pourquoi nous sommes venus à la tâche pour réserver, j'allais dire, le bonheur à nos populations, à nos concitoyens, sous la vision éclairée de notre président incontesté et incontestable sur l'excellence Alassane Ouattara. C'est toujours un moment important quand l'Assemblée nationale ouvre sa séance. Elle a un sujet très important à discuter qui est le budget de l'État. Et donc nous restons évidemment attentifs à ce vote et aux amendements éventuels que l'Assemblée nationale va apporter. C'est un moment très important pour la démocratie ivoirienne. Voilà, un pays qui marche en merveille, la Côte d'Ivoire. On se retrouve juste après la réclame. Le deuxième pays à vous présenter n'est autre que le Tchad, ce pays de l'Afrique centrale, qui est aussi membre du G5 Sahel, membre de la CEMAC. Vous verrez les atouts touristiques, économiques de ce pays, le Tchad. Reportage Constant Ika, Marcel Basselet. Le Tchad est un pays d'Afrique centrale sans accès à la mer, frontalier de la Libye au nord, du Soudan à l'est, de la République centrafricaine au sud, du Niger à l'ouest, du Nigeria à l'ouest, sud-ouest et du Cameroun au sud-sud-ouest. La capitale est N'Djamena avec une devise monétaire, le franc CFA. Les langues officielles sont le français et l'arabe. La population estimée à 17 072 000 habitants selon les indices 2022 et la superficie est de 1,284 millions de kilomètres carrés. Le Tchad est un pays indépendant depuis 1960. Le 20 avril 2021, au lendemain de l'annonce de sa réélection par la Commission électorale nationale indépendante, en sigle CENI, le président en exercice du Tchad, Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis plus de 30 ans, est décédé des suites de ses blessures après avoir participé au combat contre le groupe armé du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, en sigle FAXT, qui avait engagé une offensive depuis la Libye. Un conseil militaire de transition, en sigle CMT, dirigé par le fils de l'ancien chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, a été mis en place le jour même, alors qu'une charte de la transition a provisoirement remplacé la Constitution. Elle prévoyait la mise en œuvre d'une transition pacifique, d'une durée limitée à 18 mois, incluant tous les courants politiques et la société civile, et devant mener à l'organisation d'élections libres et transparentes afin de permettre un retour à des institutions démocratiques dans les meilleurs délais. Le 26 avril 2021, le CMT a nommé un premier gouvernement civil sous l'égide d'Albert Pahimi Padaké. Le 20 octobre 2022 devait marquer la fin officielle de la transition politique de l'usure. Lors de l'adoption des conclusions du dialogue national inclusif, celle-ci a néanmoins été prolongée de 2 ans maximum. Un deuxième gouvernement dit d'unité nationale a été nommé le 14 octobre sous l'égide du Premier ministre Saled Kezabo. La seconde phase de la transition a d'emblée été marquée par des manifestations survenues le 20 octobre qui ont fait plus de 118 morts et 300 blessés, entraînant un surcroît de tensions politiques. Le 17 décembre 2023, les Tchadiens ont été appelés aux urnes et se sont prononcés en faveur d'une nouvelle constitution consacrant un État unitaire
fortement décentralisé. Le 1er janvier 2024, Success Masra a été nommé à la tête d'un nouveau gouvernement. Sur sa politique étrangère, le Tchad est membre fondateur du G5 Sahel, dont il a assuré la présence de février 2021 à février 2023. Le Tchad est fortement engagé dans le règlement de la crise au Sahel. Il a payé un lourd tribut au cours des opérations des forces armées tchadiennes d'intervention au Mali, en sigle Fatim, mené dans l'Adrar des Ifougar aux côtés des forces françaises. Le Tchad s'est également investi militairement au Sahel en ayant participé à la force conjointe du G5 Sahel et en ayant déployé un contingent au sein de la MINUSMA, près de 1500 personnes. Le Tchad assure en outre depuis 2019 la présidence de la communauté des États sahélo-sahariens, en sigle CEN-SAD. Le produit intérieur brut tchadien, en sigle le PIB, est de l'ordre de 12,7 milliards de dollars américains et le PIB par habitant est de 716,8 dollars américains, selon les indices de 2022. Le taux de croissance du PIB, le produit intérieur brut, est de 2,2%, les indices de 2022, par rapport à moins 1,1% en 2021. L'inflation se situe à 5,3% en 2022 contre moins 0,8% en 2021, selon le Fonds monétaire international en sigle FMI. Les principaux clients du Tchad sont l'Allemagne, la Chine, les Émirats arabes unis, les Pays-Bas et la France. Ses principaux fournisseurs sont la Chine, le Cameroun, la France et la Belgique. Le Tchad a bénéficié d'un programme du Fonds monétaire international en sigle FMI sur la période 2017-2020, au titre de la facilité élargie de crédit assortie d'un financement de 312 millions de dollars américains. Pour faire face à la pandémie du Covid-19 et à l'effondrement des cours du pétrole, le Fonds monétaire international en sigle FMI a également octroyé au Tchad 106 millions d'euros en avril 2020 et 60 millions d'euros en juillet 2020, au titre de la facilité de crédit rapide. Le Tchad a par ailleurs bénéficié de l'initiative de suspension du service de la dette du G20 et du Club de Paris et sollicité le cadre commun pour les traitements de dette du G20 et du Club de Paris. En décembre 2021, le conseil d'administration du Fonds monétaire international en sigle FMI a approuvé un nouvel accord au titre de la facilité élargie de crédit en faveur du Tchad, à hauteur d'environ 571 millions de dollars américains. Le Tchad est parvenu en novembre 2022 à un accord au niveau du comité des créanciers sur un protocole d'accord visant à assurer la viabilité de la dette. Le Fonds monétaire international en sigle FMI, estimant que cet accord était cohérent avec les cibles de viabilité de la dette, a contribué au versement des premières et deuxièmes revues du programme conclues avec le fonds, soit 150 millions de dollars américains. Après ce résumé sur le Tchad, il était plus ou moins important pour moi de vous présenter un tout petit peu ce personnage et montrer qu'est-ce que c'est l'humilité, surtout quand on est grand, quand la nature et surtout Dieu vous a honoré. Voilà un homme qui a décidé aujourd'hui de faire des choses autrement, de respecter plus petit que soi. Il est d'origine camerounaise, il n'est autre que Samuel Eto'o fils. Samuel Eto'o, ou une leçon d'amitié et d'humilité. Si pour certains, dire ce que l'on est et ce que l'on fut est une forme de pédantisme, Samuel Eto'o sait conjuguer l'amitié et le respect des plus jeunes que soi. Voilà quelqu'un qui est arrivé à Abidjan le 28 septembre afin d'assister au mariage de son jeune frère, un des grands artistes ivoiriens, l'artiste Kérosène. Certains auraient décliné l'invitation pour une bonne raison. En sa qualité de président de la FECAFOOT, il ne saurait être absent à la finale de football du Cameroun, son pays d'origine, qui se jouait à Yaoundé le dimanche 29 septembre. Et se rendre à Douala le lundi pour une réunion de haut niveau concernant le match Cameroun-Kenya. Mais Samuel Eto'o, très respectueux de ce que c'est que l'amitié, surtout l'humilité, malgré les complications de voyage entre nos pays dans les relations sud-sud, heureusement que le gouvernement ivoirien, sous les auspices et surtout sur la vision du président Alassane Ouattara, nous a doté d'Air Côte d'Ivoire. Mais Samuel Eto'o, malgré son emploi de temps,
personne n'aurait pu, aucun président d'une fédération africaine aurait pu, la veille d'un match de coupe nationale dans son pays, se rendre dans un autre pays pour une cérémonie quelconque. Lui, il l'a fait. Il est venu à Abidjan le 28, la veille de la Coupe nationale du Cameroun. Le 28, assister à un mariage et l'après-midi du dimanche, on le retrouvait dans son pays, le Cameroun, pour assister à la finale de la Coupe nationale du Cameroun. C'est une leçon d'humilité pour la jeunesse africaine et c'est tout à son honneur. Et le lendemain matin, il reprend l'avion de Yaoundé pour Douala pour une grande conférence qu'il présidait d'ailleurs. C'est cette conférence tenue à Douala le lundi 30 que toute notre équipe de CNN Cameroun nous présente. Reportage, Stéphane Legour, Gérard Richard Gozo, Séverin Tchatchoua et Eric Bikek. Le président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, M. Samuel Eto'o-Fils, a présidé le lundi 30 septembre 2024 à Douala une réunion préparatoire du match Cameroun-Kenya, comptant pour la 3e journée des éliminatoires CAN Total Energy Maroc 2025, qui aura lieu au complexe sportif de Japoma le 11 octobre 2024. Monsieur Aboubakari Aman Siouto, secrétaire général des services du gouverneur de la région du Littoral, représentant le gouverneur de la région du Littoral, Monsieur Dieudonné Iva Adiboua, ainsi que son état-major ont participé à cette importante réunion. Il y avait également le représentant du ministre de la Communication, le président des compétitions nationales et internationales, ainsi que les représentants de la commission santé et sécurité. Il était question au cours de cette assise de prendre en compte chaque détail de l'organisation de cette rencontre de haute facture dans les moindres détails. La première réunion préparatoire à la rencontre Cameroun-Kenya, prévue comme vous l'avez dit le 11 octobre au stade de Japoma à Douala. Une réunion qui a permis de lancer les balises, de placer si vous voulez les balises de l'organisation de cette rencontre qui devrait accueillir 48 000 spectateurs, donc un stade plein, avec des tickets qui seront commercialisés dès mercredi dans la ville de Douala principalement. Les points de vente, vous les aurez, mais ce sont des points de vente traditionnels. Mais ce que les téléspectateurs, les auditeurs, le grand public doit retenir, c'est que ces tickets seront commercialisés au prix de 50 000 francs CFA, 5 000 et 2 000 francs CFA. Et je peux vous dire au regard de la demande qu'il est important de s'acquérir ces tickets assez rapidement parce que l'idée de la Fédération camerounaise de football, c'est de disputer une rencontre à guichet fermé. Pour les médias, eh bien, la procédure d'accréditation sera ouverte dès mardi, demain, et vous aurez toutes les modalités nécessaires pour couvrir cette rencontre. Nous savons que nous sommes à Douala, une ville du football, une ville où les médias travaillent énormément pour le football, donc on ne doute pas que le besoin sera assez élevé. Là aussi, les dispositions ont été prises pour que la rencontre se déroule sans anicroche. Au Cameroun, nous parlerons de nombreuses choses. Restez les nôtres. La cérémonie est placée sous le haut patronage de M. Georges Ilanga Oubam, ministre de la décentralisation en présence de Mme Célestine Ketcha-Cortès, ministre de l'Habitat et du Développement urbain. M. Samuel Dieudonné Iva Adiboua, gouverneur de la région du Littoral, du Dr Roger Mbassandine, maire de la ville, du Dr Jean-Pierre Imele DG d'Isakam, des forces vives de la région du Littoral, des maires des villes de Yaoundé, d'Edea ainsi que de Kribi et de nombreuses autres personnalités, s'est déroulé dans la ville de Douala au quartier Bonapriso, lieu-dit Youpoué. L'étalement de la ville de Douala et l'augmentation sans cesse croissante de la population nécessitent une réflexion profonde pour une action publique en faveur de la collecte optimale des ordures ménagères, pour une meilleure attractivité de la ville et pour améliorer les conditions de vie des populations. Et même si les efforts du projet Douala Clean City lancé en octobre 2023 sont déjà perceptibles, il était impératif d'augmenter le taux de ramassage des ordures ménagères qui, selon le schéma directeur des déchets solides, sont environ de 600 000 tonnes par an dans la ville de Douala. La construction du centre de transfert des ordures, donc une bonne perspective dans la gestion des ordures dans la ville de Douala. Cette infrastructure construite sur 5000 m², en effet une capacité de 1000 tonnes par jour. La proximité avec le centre urbain et sa capacité de stockage vont accélérer l'enlèvement des déchets de la ville. Mais toutes les mesures ont été prises pour n'avoir aucun risque de pollution de l'environnement. Figurez-vous que le projet a fait l'objet de beaucoup d'oppositions qui ont retardé pendant plus d'1 an son exécution. Il aura plutôt un impact positif sur la nature. Tout est pris en compte dans ce centre moderne qui est le premier en Afrique centrale et le premier au Cameroun.
Cette initiative de l'exécutif municipal de la ville de Douala doit être dupliquée dans tout le pays. La question de la propreté dans nos villes est une question globale qui permet de faire en sorte que nous vivions dans un environnement sain, que nous puissions nous déplacer sans encombre et sans difficulté. Pour le maire de la ville, en 2025, Douala retrouvera sa propreté d'antan. Et ici, c'est un centre de transit, un centre de transfert qui permettra de réduire les distances et donc de réduire le coût de collecte à la tonne. Après cette information sur le Cameroun, nous allons vous présenter le grand format. Pour ce grand format, nous avons décidé de parler d'un parti politique, l'un des plus structurés de la Côte d'Ivoire. Nous avons décidé de nous focaliser sur ce parti et surtout de vous montrer les prouesses du gouvernement. Voilà un lundi 30 septembre, jour où toute la Côte d'Ivoire avait retenu un tout petit peu son souffle. Pourquoi? La raison était simple. Le lundi 30 septembre, le gouvernement de Côte d'Ivoire, présidé par son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État, tenait un conseil de ministres contrairement à ses habitudes. Quand on sait la débauche d'énergie, d'angoisse et d'exigence que ce type de conseil nécessite. Le même lundi 30 septembre était organisée une rencontre avec le président du parti et les coordonnateurs du RHDP. Une journée marathon, une journée pour laquelle toute la Côte d'Ivoire et surtout le milieu politique a retenu son souffle. L'équipe araignée de CNN a décidé de braquer ses caméras sur ces deux événements dont le plus attendu était cette rencontre des coordonnateurs du RHDP avec le président du parti, son Excellence Alassane Ouattara, du côté du Sofitel au Côte d'Ivoire. Dirigé par Ousmane Koulibaly, assisté de Lévite Edivonan et de Marcel Bassolé, le compte rendu est celui de notre grand format. Abidjan, lundi 30 septembre 2024, journée inhabituelle dans le milieu politique ivoirien. Pour cause, un conseil des ministres extraordinaire s'est tenu au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, présidé par son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État ivoirien, suivi le même lundi dans l'après-midi, sans répit, d'une réunion attendue par toute la classe politique. En premier, l'arrivée au vu de ce balai de cylindrée sur l'esplanade de l'hôtel Ivoire d'Abidjan de tous les coordonnateurs RHDP des régions, à savoir des coordonnateurs principaux, des coordonnateurs régionaux et des coordonnateurs associés. Tous ont répondu présents à cette rencontre présidée par le président du RHDP, son Excellence Alassane Ouattara. Une rencontre au Sofitel Hôtel Ivoire des coordonnateurs et du président du parti RHDP, celui pour lequel il m'a plu d'emprunter une expression d'un sachant politique de notre sphère ouest-africaine et ivoirienne, en particulier, toute chapelle confondue, qui a qualifié cette rencontre du président du parti, le RHDP, et les coordonnateurs régionaux comme l'élixir parigorique, afin que les rumeurs les plus folles cessassent. Héritier du président Félix Houphouët-Boigny et de sa sagesse spirituelle, son Excellence Alassane Ouattara, doté d'un esprit visionnaire et d'une sagesse incarnée, originelle et orthodoxe, des valeurs existentielles de partage, de solidarité et d'entraide qui concourent au bien-être. Telles sont les valeurs doctrinales que prône le président Alassane Ouattara, très attendu cet après-midi ici même au Sofitel Hôtel Ivoire, alors que les coordonnateurs sont heureux de se retrouver dans une convivialité admirable qui atteste la santé de ce grand parti politique, le RHDP. Cette rencontre qui a débuté à 17h par l'entrée dans la salle des fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire sous une slave d'ovation à l'endroit du président du RHDP, son Excellence Alassane Ouattara, qui a tenu à saluer chaque coordonnateur avec un mot pour chacun, soit pour féliciter les actions, soit pour encourager le développement et l'adhésion du plus grand nombre des militants et des sympathisants de ce parti, le RHDP, qui affiche ici un niveau enviable de structuration. Tout commence par l'hymne national.
C'est alors que pendant 2 heures d'horloge, hors caméra, son Excellence Alassane Ouattara, président du RHDP, s'est entretenu avec la totalité des coordonnateurs régionaux de son parti, dont la quintessence de ce huis clos du socle de la famille du Rassemblement des Oufouettistes pour la paix, en sigle RHDP, a été énumérée en 11 points essentiels, faisant place à la politique vraie du bonheur pour et visible par tous, sans la moindre démagogie, encore moins forfaiture. Cette prise de parole souhaitée par les coordonnateurs régionaux, qui avaient pour porte-parole Madame Françoise Remarque, la ministre de la Culture de Côte d'Ivoire, coordonnateur associé de la commune de Koumassi et porte-parole des coordonnateurs régionaux. Sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président du RHDP, considérant les enjeux politiques majeurs de l'heure et la nécessité de renforcer la structuration et la présence du RHDP sur l'ensemble du territoire national, considérant la responsabilité qui nous incombe de mobiliser nos militants et sympathisants autour des actions stratégiques définies par la direction du parti en vue d'accroître l'impact de notre projet politique dans toutes les régions, considérant l'importance de l'identification des militants dans la base de données e-militants et la révision de la liste électorale prévue du 19 octobre au 10 novembre 2024 pour garantir la participation active de tous nos militants et sympathisants lors des futures échéances électorales, considérant les réalisations exceptionnelles menées sous la houlette de son Excellence M. Alassane Ouattara, qui ont transformé la Côte d'Ivoire en un modèle de développement et de stabilité dans la sous-région, considérant les réformes courageuses et ambitieuses initiées pour la modernisation de nos institutions, la promotion de la bonne gouvernance et le renforcement de la cohésion sociale, considérant la politique de paix et de réconciliation prônée par son Excellence Monsieur le Président de la République, qui a permis de tourner définitivement la page des crises passées, renforçant ainsi l'unité et la fraternité entre les Ivoiriens. Considérant l'attention particulière accordée aux infrastructures routières, considérant les efforts inlassables déployés par son Excellence Monsieur le Président de la République pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens, notamment en matière d'adduction en eau potable, d'électrification, d'éducation et de santé, considérant les investissements importants consacrés à l'employabilité de nos jeunes et à leur insertion dans la vie active. 1. Exprimant notre gratitude à son Excellence M. Alassane Ouattara, Président de la République, Président du RHDP, pour la marque de confiance exceptionnelle manifestée à notre égard à travers notre nomination en tant que coordonnateurs régionaux. 2. Prenant l'engagement solennel de poursuivre avec rigueur et dévouement les opérations en cours, en particulier l'enrôlement des militants et la révision de la liste électorale pour renforcer le socle de notre parti et mobiliser davantage nos militants et sympathisants. 3. Réitérant notre détermination à œuvrer sans relâche pour la réussite de ces opérations en veillant à atteindre les objectifs fixés par la direction du parti
afin de préparer le terrain pour une victoire éclatante lors de l'élection présidentielle de 2025. 4. Affirmons notre engagement à redoubler d'efforts pour consolider la position du RHDP dans toutes les régions du pays et à nous impliquer pleinement dans toutes les initiatives visant à rapprocher le parti des populations. 5. Réitérons notre loyauté à son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, et à sa vision de paix, de stabilité et de prospérité pour la Côte d'Ivoire. 6. Réaffirmons notre totale confiance en la personne de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, Président de la République, pour conduire avec sagesse et discernement les destinées de notre pays. 7. Exprimons notre fidélité inébranlable et notre engagement sans réserve aux côtés du président de notre parti pour la consolidation des acquis démocratiques et le progrès de notre cher pays. 8. Apportons notre soutien indéfectible aux initiatives et décisions du président du RHDP visant à renforcer la position de notre parti sur l'échiquier politique national et à préparer l'avenir avec sérénité et détermination. 9. Invitons tous les cadres, militants et sympathisants du RHDP, ainsi que l'ensemble de la population ivoirienne, à se mobiliser massivement autour du président Alassane Ouattara, président du parti, pour préserver l'héritage de paix et de développement qu'il bâtit jour après jour sans relâche pour notre pays. 10. Encourageons son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, à poursuivre avec la même ardeur et la même passion la vision de progrès et de prospérité qu'il incarne au service du bien-être de tous les Ivoiriens. 11. Exprimons notre détermination à tout mettre en œuvre pour que le RHDP, sous l'égide de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, soit le vainqueur incontesté de la prochaine élection présidentielle de 2025. C'est alors que M. Ibrahim Sissi Bakongo, l'inamovible ministre gouverneur du district d'Abidjan et secrétaire exécutif du RHDP, depuis le pupitre, introduit le porte-parole principal du RHDP, le ministre d'État, Kobenan Kwasi Adjoumani, pour la lecture finale de cette rencontre du président du RHDP et l'ensemble des coordonnateurs régionaux. Je voudrais inviter le porte-parole principal du parti pour la lecture du communiqué final. Le président du directoire a rappelé que les coordonnateurs régionaux nommés par le président du parti sont au nombre de 47. Leur désignation intervient pour soutenir et coordonner les activités du parti au sein des 350 départements politiques et des 924 zones créées sur toute l'étendue du territoire national. Concernant les opérations en cours sur le terrain, le président du directoire a indiqué que 1 140 021 militants ont été enrôlés dans la base de données e-militants du RHDP. Par ailleurs, le parti se prépare activement au démarrage de l'opération de révision de la liste électorale fixée au 19 octobre par le gouvernement. Le RHDP s'est fixé un objectif
de 1 200 000 potentiels primo-votants à inscrire sur la liste électorale. Le président du RHDP a enfin demandé aux coordonnateurs régionaux de développer la solidarité et de se tenir au plus près des préoccupations des militants. On peut dire sans se tromper que le président de la République, président du RHDP, son Excellence Alassane Ouattara, a exposé aux coordonnateurs régionaux son dessein de la future Côte d'Ivoire en rassurant tous les Ivoiriens. Nous allons nous revoir très bientôt pour les prochaines étapes. Et je voudrais à nouveau vous féliciter, chacune et chacun de vous, et vous dire toute ma fierté que nous ayons pu construire ce grand parti. Un grand parti pour la Côte d'Ivoire, pour la paix dans notre beau pays et pour le développement et le progrès pour nos concitoyens. Un mot de fin, himself, qui rassure l'assemblée de son peuple, de son parti, le RHDP. Puis au-delà, le peuple de Côte d'Ivoire, dont il est le président de la République, chef de l'État. Pour une Côte d'Ivoire de paix, de fraternité, d'amour et de solidarité. C'est alors qu'à la fin de cette rencontre, l'équipe de CNN Télévision a recueilli pour vous quelques impressions des coordonnateurs régionaux du RHDP. Nous sommes ragaillardis parce qu'a dit le président de la République et nous repartons confiants. Je suis vraiment satisfait parce que le chef a parlé. Nous allons bientôt à des batailles électorales. Il est venu jouer son rôle, c'est de remobiliser les troupes. Non, nous partons convaincus du rôle que nous avons à jouer pour le bien-être du parti. Nous, je vais parler de tous les coordonnateurs principaux. Et donc, très satisfait, mais nous savons que d'avance, le RHDP a déjà gagné. Première rencontre en tant que coordonnateur régional avec le patron du parti. Ça nous a permis de faire un peu le point en termes donc, de fonctionnement du parti sur le terrain et surtout de nous mettre en ordre de bataille pour gagner la présidentielle de 2025. Que nous allons gagner. Voilà, nous sommes le parti le mieux organisé, le plus structuré, avec des cadres hyper motivés. Et nous allons renforcer cette position. Et notre objectif, c'est de gagner dès le premier tour l'élection présidentielle de 2025. Après la nomination donc, des coordonnateurs, nous savons qu'au niveau de l'organisation du parti, d'autres organes seront créés. Tout cela pour permettre un plus grand encadrement, un meilleur encadrement, je dirais, donc, de la base. Et nous venons d'assister à une séance de travail avec le président du parti. Dites-vous que tout parti politique qui veut aller de l'avant se concerte et trouve les idées qu'il faut. Nous avons été très heureux ce soir que ce soit le président du parti lui-même qui a présidé cette réunion. L'état d'esprit est bon. Vous avez vu l'ambiance qui a présidé au déroulement de cette importante réunion où notre timonier, le président de notre parti, nous a rencontrés, nous a donné des instructions fermes pour que nous soyons au contact des populations, que nous allions à l'enrôlement et faire en sorte que tous ceux qui sont en âge de voter puissent être inscrits sur la liste électorale. Donc voyez-vous, c'est avec joie que nous avons accueilli notre président et nous avons eu des échanges vraiment francs et à l'issue desquels nous avons pondu le communiqué que vous avez vu. Quand des politiques s'organisent bien pour le bonheur et le devenir d'un pays à l'exemple de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il nous reste à dire? Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. On se retrouve juste après la réclame. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. C'est terminé pour cette émission Constieka Weekend News, tout en vous rappelant de suivre la rediffusion et surtout d'être branché sur votre média qui vous donne des informations toutes les 30 minutes. Alors là, l'information vraie sur l'actualité panafricaine, qu'elle soit économique, politique et aussi touristique. Restez branchés sur cnntv.ci. En replay sur www.siwebinfo.net, vous avez de l'information 24 heures sur 24 non-stop. Je suis Constieka.
Au revoir.